Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, bienvenue dans cette critique à chaud de Spider-Man Into the Spider-Verse, ou plutôt Spider-Man New Generation en français. Film d'animation réalisé par 3 personnes, Bob Percy Shetty, je sais pas si je prononce bien, Peter Ramsey, lui c'est plus simple, il a le même nom qu'un joueur de foot, et Rodney Rothman, dit l'homme qui rote. Putain, c'est nul comme jeu de mots. Et il est écrit par Phil Lord, l'un des deux compères qui avait réalisé 21 Jump Street et La Grande Aventure Lego. Ça raconte l'histoire de Miles Morales qui va se faire mordre par une araignée et obtenir des super pouvoirs pendant que des univers vont se croiser et va le confronter à d'autres Spider-Man. Comme je le fais à partir de maintenant, cette critique sera divisée en plusieurs parties pour me permettre de décomposer le film afin de l'analyser en profondeur. Et on commence tout de suite avec la première partie, avis général, sans spoiler. Eh ben c'est fort, c'est vraiment très fort comme film. Dans le panorama des films actuels, et plus précisément dans le panorama des films de super-héros, voir débarquer un film comme ça, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est vraiment une bouffée d'air frais quoi. Parce qu'honnêtement, l'histoire de Spider-Man, j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour au cinéma en tout cas. En moins de 20 ans, on s'est tapé 6 films centrés sur le personnage de Spider-Man, plus 2 autres films où il est présent. Donc ça faisait quand même quasiment 8 films où on avait Spider-Man en 20 ans. Ça fait beaucoup de films, beaucoup de Spider-Man, et j'avais peur de l'overdose. Et je précise au passage que je ne suis pas un lecteur des comics Spider-Man. Je ne connaissais pas vraiment Miles Morales, j'en avais entendu parler, mais sans plus. Et même si je vous avoue que le look du film me donnait extrêmement envie, l'idée de me retaper une origin story Spider-Man me gavait un peu. Et en fait, c'est ça la force du film, c'est de réussir à bâtir sur tout ce qu'on a déjà eu, sans jamais tomber pour autant dans le jeu des 7 références quoi. Mais ça, je vais le détailler un peu plus tard. On se retrouve avec une histoire ultra neuve, ultra surprenante, mais surtout terriblement bien rythmée, quoi. Une histoire qui pourrait paraître vraiment complexe, mais qui est délivrée avec une telle limpidité qu'on n'est pas perdu une seconde. Il y a énormément de thématiques qui sont abordées et de manière assez simple. Ils n'ont pas besoin d'aller en profondeur pour nous faire ressentir ce qu'ils essaient de nous faire comprendre. Le récit arrive vraiment à brasser énormément de thèmes. C'est à la fois un voyage initiatique, une découverte de soi, un film sur le deuil, un film sur la transmission, un film sur les responsabilités. Enfin vraiment, il y en a énormément. La grande trouvaille du film pour moi, c'est vraiment ce principe des univers parallèles qui n'est pas du tout un espèce de prétexte pour réussir à réunir des Spider-Man entre eux, mais qui est vraiment un pur vecteur de sens dans le récit, à la fois dans le film, mais aussi pour nous en tant que spectateurs. Car en fait, le principe même de ce procédé, et donc le thème général du film, c'est de rassembler. De rassembler dans le film les Spider-Man entre eux, mais surtout de rassembler les spectateurs devant le film. De réussir à rassembler les anciennes et les nouvelles générations de fans de Spider-Man, de rassembler ceux qui ont découvert Spider-Man par la lecture et ceux qui ont découvert Spider-Man par les films, de rassembler les hommes et les femmes, et les cochons et les hommes. Bref, de rassembler tout le monde. Bref, de réussir à montrer l'universalité même du concept de Spider-Man. Pour réussir en fait à toucher le cœur de tous les enfants, de 7 à 77 ans. Là, pour le coup, il n'y aura que les gens de 77 ans qui auront cette référence. Réussir à faire cohabiter dans un même film Miles Morales, Peter Parker et Spider-Gwen, ça fait que tout le monde s'y retrouve. Dès que tu as été en contact un minimum avec Spider-Man, tu vas retrouver une partie du Spider-Man que t'aimes dans ce film-là. Il n'y a pas d'un côté les puristes avec Peter Parker, les nouveaux avec Miles Morales qui, ah non, moi je préfère la version de l'un ou la version de l'autre. Tout le monde est là dans le film, il y a vraiment une espèce de communion autour de la figure de Spider-Man. Et ça, franchement, mais c'est grandiose, quoi. C'est grandiose. Et la maîtrise de son propos est vraiment combinée avec une proposition visuelle totalement dingue et vraiment innovante. Grâce à l'animation, ils arrivent enfin à donner un vrai esprit comic books. C'est-à-dire que là, on n'est plus à singer bêtement des gimmicks du comic books pour essayer de nous faire comprendre que c'est une adaptation de comic books. Là, ils adaptent vraiment la sensation de lire un comic books, mais là, ils arrivent vraiment à adapter le sentiment qu'on peut avoir en lisant un comic books grâce à l'animation. C'est vraiment hyper recherché et je vais en parler un peu plus tard dans la partie spoiler. Mais le visuel donne vraiment l'impression d'être devant une page animée. Il y a par exemple des espèces de petites lignes qui donnent une forme de relief à l'image, comme si on était sur du papier à dessin. C'est un petit détail comme ça, mais donc tout le film, on reste en contact avec ce côté papier, ce côté page. Et donc, c'est peut-être inconscient, mais on a l'impression d'être plongé au cœur d'un comics, quoi. Après, évidemment, il y a plein d'autres rappels. Il y a par exemple l'utilisation des bulles qui apparaissent à certains moments, ou du découpage des cases aussi. Et pour le coup, ça encore, ça se fait vraiment toujours avec beaucoup d'intelligence. Ça apparaît toujours à un moment qui est vecteur de sens, qui raconte vraiment quelque chose, c'est jamais gratuit. Et en plus, c'est utilisé avec une vraie maestria dans le tempo pour rythmer l'action, quoi. Ça te fait clairement gagner en immersion dans le film, au lieu de potentiellement pouvoir t'en faire sortir. Enfin, vraiment là-dessus, ça va être à revoir, parce qu'il y a tellement d'idées et de trouvailles, c'est... J'ai hâte d'avoir une version DVD ou Blu-ray pour pouvoir en faire une analyse, quoi. Alors, je vous parle même pas des couleurs, Les couleurs, elles sont hyper vives, c'est un des films les plus colorés de l'année, c'est sûr. Et les visuels, vraiment, ils s'autorisent, mais
toutes les excentricités qu'ils veulent, et ça va proposer des séquences qui sont mais tellement psychédéliques et à la fois totalement lisibles, quoi. C'est visuellement ce que j'ai vu de plus audacieux cette année, c'est évident. C'est clairement du jamais vu, et j'espère que ça va s'installer pour réussir à aller plus loin et nous proposer encore plus, que ça va vraiment donner un renouveau au film d'animation, quoi, parce que c'est un nouveau délire, et c'est génial. Ensuite, j'ai vu le film en VO, et franchement, les voix sont toutes parfaites. Avec une mention spéciale, évidemment, à Nicolas Cage, qui a un rôle qui déchire et qui apparaît pas énormément, mais bon, voilà, quoi, sa voix, elle te marque tout de suite. Et à Jack Johnson, le mec qui joue dans New Girl, qui a un rôle qui lui convient plus que parfaitement. D'ailleurs, tout le film, j'étais là à me dire, je connais cette voix, je connais ce personnage, mais j'arrive pas à mettre une tête dessus. Quand j'ai vu son nom au générique, je me suis dit, ah putain, mais oui! Parce qu'en fait, il joue exactement le même rôle qu'il joue dans ce film dans New Girl. Enfin, très très similaire comme rôle. Donc voilà, c'est un film complet, ultra généreux, et surtout absolument pas cynique. Et ça, c'est important. Il y a trop de films cyniques à l'heure actuelle. Il y a vraiment un vrai amour du matériel d'origine qui s'en dégage, et ça, malheureusement, c'est un peu trop rare dans les adaptations de comic books, quoi. Quand tu prends Venom, pour taper sur lui encore une fois, t'as pas l'impression que les mecs aiment le personnage de Venom réellement. Ils ont juste utilisé le principe. Là, ils aiment Spider-Man, ils aiment ce que ça représente, ils aiment ce que ça véhicule, ils aiment manipuler ce truc, et c'est limite, tu sens des gosses qui s'amusent avec leurs rêves de gosses, quoi. Et ça, c'est bon, ça fait plaisir quand tu vois ça. Donc voilà, tu t'en prends plein les yeux, tu t'en prends plein les oreilles, parce que la BO, elle est terrible. Il y a des moments de hip-hop que j'ai kiffé grave. Oh, la phrase de Vioc qui essaye de paraître jeune, mais qui, quoi qu'il arrive, trop vieux, et désolé, hein. J'ai dit hip-hop, je sentais que ça a sonné faux. Alors, en tout cas, j'ai bien aimé la musique, et j'ai hâte de la réécouter. Et surtout, on en prend vraiment plein le cœur. Et oui, parce que le film est très touchant, est vraiment sincère. Et notre cerveau n'est pas en reste parce qu'ils sont très très loin de nous prendre pour des cons. L'intrigue est pas du tout tarabiscotée, mais elle est quand même vraiment efficace, et il y a quand même des retournements de situation qui arrivent à te faire genre « Waouh, merde, putain, oh !» surprendre, quoi. Franchement, c'est une réussite totale, c'est un film qui est drôle, qui est jouissif, et si vous êtes gavé des films de super-héros, je pense que celui-là sera clairement celui qui va vous réconcilier avec le genre. Je ressors avec la banane, avec l'envie de le revoir, avec l'envie de le décortiquer, parce que je sens qu'il y a énormément de choses qui valent le coup d'être creusé dans ce film-là. Il est à la fois hyper bien fait avec amour et fait avec intelligence. Et ça, pour des films de super-héros, c'est pas toujours le cas non plus. Donc franchement, valeur sûre, foncez. Maintenant, on va passer en mode spoiler parce que je vais décortiquer le film sous différents aspects. Animation, un comic books animé. Comme je le disais, le film a vraiment réussi à transposer à l'image le sentiment qu'on peut avoir quand on lit un comic books. Je vais rapidement faire une comparaison avec le Hulk d'Ang Lee qui avait essayé de donner un esprit comic books à son film. Il avait essayé de transposer certains codes du comic books dans son film pour donner le genre comic books un peu. Mais le problème d'Ang Lee, c'est qu'il a vraiment fait une transposition des codes. Il n'a pas vraiment adapté les codes du comic books au matériel film, il a juste utilisé des espèces de gimmicks qui appartiennent vraiment aux comic books, qui sont par exemple le côté case. Donc voilà, il a eu un montage où il a découpé des cases et créé cet aspect page sur son écran, quoi. Et honnêtement, dans le film d'Ang Lee, tout ce processus te faisait sortir du film, quoi. Pour moi, c'était très perturbateur. C'était une tentative intéressante, mais c'était pas assez bien intégré au film, il n'y avait pas une espèce de cohérence globale qui donnait cet esprit comic book. T'as juste l'impression que le mec s'est dit, tiens, si on essayait des transitions qui pourraient rappeler le comic books. Mais ça allait pas très très loin, et donc c'était préjudiciable au film pour moi sur l'ensemble. Alors que dans Spider-Man New Generation, ils adaptent vraiment tout le principe, tous les codes visuels du comic books avec un vrai travail de réflexion pour créer quelque chose de très organique. C'est-à-dire que là, les cases qui arrivent, les bulles et d'autres choses que je vais détailler arrivent vraiment de manière symbiotique. Et au lieu de te sortir du film comme ça pouvait être le cas dans Hulk, là vraiment ça va décupler ton immersion. Finalement, on est plutôt proche de ce qu'avait réussi à faire Edgar Wright sur un film comme Scott Pilgrim. Et d'ailleurs, une comparaison visuelle des deux films serait à mon avis hyper instructive. Donc un jour peut-être, hein. En plus des bulles et des cases que j'ai détaillées un peu plus tôt, il y a aussi une capacité à créer vraiment des plans qui en finissent par être des cases hyper marquantes. On a vraiment ce sentiment par moment de se retrouver face à des pages entières, comme dans un comics où d'un coup tu tournes la page et tu tombes face à une page pleine qui va te marquer grave, quoi. Et bah là, t'as la même chose. D'un coup, tu vas avoir des plans qui passent vite et d'un coup, pom, ça va prendre son temps sur un plan qui va te marquer. Tu vas te dire, waouh, ça c'est la page centrale de la parution, là, c'est clair. Il y a par exemple ce plan dans la bande-annonce qui est magnifique, qui a aussi servi d'affiche, je crois, où Spider-Man est à chute et donc on le voit à l'envers. Et ça, c'est vraiment une page où tu visualises en train de tourner ta page de comics et de tomber sur cette image-là et d'être
d'être impacté parce que voilà, et ça c'est très fort de réussir à retranscrire ça dans un film. J'ai aussi l'impression que l'animation a une légère saccade, alors qui n'est pas du tout un problème, hein, qui est vraiment quelque chose de voulu, et qui pour moi nous renvoie encore une fois au papier. Ça rappelle un peu les flipbooks, vous voyez, les trucs où on fait tourner les papiers comme ça et on a un petit truc qui s'anime, qui a une animation qui peut être fluide, mais il y a toujours peut-être une différence de vitesse ou je sais pas trop quoi, mais en tout cas ça renvoie encore une fois au papier et à ce sentiment de page, et ça vraiment je trouve ça génial parce que ça fait un renvoi à quelque chose de notre monde à nous par un biais qui est totalement filmique et qui est pas du tout genre juste à faire des références quoi. Et ça c'est génial parce que ça devient viscéral, on le vit quoi, on le ressent au lieu qu'on essaie de nous l'expliquer, de nous le montrer. Après par exemple ils vont s'amuser aussi avec les différents styles d'illustration. Il y a par exemple différents Spider-Man, le Spider-Man cochon, le Spider-Man un peu manga et le Spider-Man qui ressemble à un espèce de comics noir là, des années 30, de pulp un peu. Et voilà, donc ils vont créer des traits différents, qui vont renvoyer à d'autres styles d'animation, qui vont encore une fois créer le fait que dans le monde dans lequel on est, ça nous renvoie à autre chose, ça nous renvoie peut-être plus aux comic books qu'aux dessins animés, qu'aux mangas, qu'aux cartoons, enfin vous voyez. Et ça vraiment c'est encore une fois très intelligemment intégré dans le film tout ça. Pour nous renvoyer finalement au fait qu'on est dans une adaptation de comic books et non pas dans un dessin animé ou dans un film d'animation lambda. Je pars peut-être un peu en live, hein, mais vraiment ça m'a évoqué ça et je pense qu'il y a un vrai travail de recherche sur le visuel pour réussir à faire comprendre tout ça sans avoir rien à dire. Quand tu fais un peu gaffe, il y a des choses qui sont fascinantes. La profondeur de champ, par exemple, c'est génial. Normalement, quand c'est flou derrière ou devant, eh ben, c'est flou. Vous voyez, c'est flou. Là, ils ont utilisé une autre technique. Ils ont doublé, en fait, l'image. Ils ont superposé 2 fois l'image. Et donc, ça crée un sentiment de flou parce que c'est moins lisible. Mais c'est pas du vrai flou. C'est pas juste ils ont flouté. Non, ils ont juste créé un nouveau concept pour générer ce sentiment de profondeur de champ. Et encore une fois, c'est grandiose quoi d'avoir vraiment, c'est innovant quoi. Enfin, c'est des mecs qui se sont dit tiens, comment on peut aller un peu plus loin dans ce qu'on fait d'habitude en termes d'animation et d'adaptation de comic books à l'écran. Et eux ils ont été très loin et franchement je leur en dis merci parce qu'ils m'ont procuré quelque chose que je n'avais pas vu cette année et j'aime bien voir des choses que je n'avais jamais vues. Alors c'est peut-être un peu sommaire comme analyse du visuel parce que je l'ai vu qu'une fois et que voilà, mais j'ai envie de le revoir, c'est vraiment j'ai envie de revoir ce film et essayer de comprendre comment ils ont manipulé cette animation, comment ils la travaillent parce que pour moi c'est vraiment nouveau et ça mérite qu'on s'y intéresse et ça mérite que je me plonge dedans en faisant image par image presque. Ça donne envie quoi, vraiment tellement ça fourmille. Tu sens en plus qu'il y a plein de détails, enfin il y a plein de techniques utilisées, de choses qui sont vraiment magnifiques, magnifiques. En fait voilà, c'est jamais ostentatoire et c'est toujours subtil. Tout est subtil et ça, je kiffe. Scénario, trame et personnages. Partant d'un concept plutôt complexe au premier abord, celui du multiverse, hein, c'est quand même un principe de physique quantique qui ne parle pas forcément à tout le monde, et le film arrive vraiment à le rendre hyper simple. Simple, mais riche quand même. L'intrigue se suit vraiment sans aucun accroc, respectant beaucoup des passages obligés de ce type de film, donc des origin story. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, n'hésitez pas à aller la checker. L'antagoniste est clairement défini, avec des motivations qui sont très comic books, hein, mais qui arrivent quand même à être plutôt touchantes. Et en plus, on retrouve ce principe de réunion avec ces motivations. Parce que le but du caïd dans le film, c'est de réunir sa famille. Il faut aussi mentionner le design du caïd, hein. Franchement, quel design génial. Ça raconte tellement de choses sur ce personnage, cette espèce de masse carrée qui a la tête au milieu des épaules, enfin, Voilà, ça raconte encore une fois des choses qui peuvent pas être racontées autrement que par l'animation. D'un coup, t'as ce personnage qui a cette gueule-là et il dénote totalement avec le reste, mais à la fois, t'y crois, il est cohérent et je trouve ça génial, quoi. En fait, le film s'amuse vraiment des codes du genre de film de super-héros pour simplifier son déroulé. Notamment sur le fameux bidule qui est utilisé pour neutraliser la menace, qui est donc quelque chose qui est vraiment propre au film de super-héros et avec lequel il ne s'embarrasse pas d'explications inutiles. Un bidule suffit à stopper le méchant. Voilà, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Et d'assumer le côté prétexte de ça, ça fait qu'on n'a pas le sentiment d'être pris pour des crétins à avoir des explications fumeuses sur quelque chose de totalement improbable. On peut se concentrer sur autre chose. Idem par exemple aussi sur les récurrences de narration. Donc par exemple, on a toutes les autres origin story des différents Spider-Man, qui au fur et à mesure sont racontées de manière beaucoup plus rapide, pour finir carrément par juste être des blagues. Et c'est plutôt malin parce qu'avoir 6 origin story détaillées de manière précise dans un film, ce serait vachement lourd. Là au moins on en a 2-3 vraiment travaillés qui apportent quelque chose au personnage, et les dernières c'est vraiment plus des vannes. Donc dans le film on a quand même 6 Spider-Man. Le plus important c'est Miles Morales que je trouve super. C'est un personnage vraiment attachant parce qu'il est en perpétuelle quête de lui-même en fait. Il est tiraillé entre deux mondes au moment où il est plongé dans une nouvelle école privée qui est vraiment différente de là où il était avant, qui était plus un côté un peu street. Et donc, il est face au choix de devoir un peu se fondre dans une masse qui ne lui ressemble pas, ou de rester intègre à sa culture un peu hip-hop. Et c'est un peu ce qui est raconté avec cette superbe scène avec Aaron, où ils vont donc faire un graffiti dans le métro. Je trouve vraiment cette scène magnifique,
et ça montre un peu le questionnement identitaire de Miles Morales qui est dépeint par son graffiti, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment une belle idée. En termes d'animation, elle est très belle, ce graffiti, cette séquence est magnifique, et c'est une belle manière de caractériser un personnage, ou en tout cas de représenter ses tourments. Et ce que j'aime beaucoup dans le personnage de Miles Morales, c'est aussi sa manière de se bouger une fois qu'il devient Spider-Man. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort, c'est que tous les différents Spider-Man ont leur manière de se bouger. Et je trouve que Miles Morales, il dégage un peu son côté ghetto, quoi, son côté breakdance, qui est pas du tout le même que le premier Spider-Man, Peter Parker, qui lui est beaucoup plus sûr de lui, agile, et vraiment on sent le super-héros, que l'autre Spider-Man qui est joué par donc Peter Parker B là, qui lui est quand même un peu plus gauche, qui est pas hyper à l'aise dans son corps à l'heure actuelle. Enfin, ils arrivent par l'animation à te montrer comment tous ces personnages bougent de manière différente en étant le même Spider-Man, et ça j'ai vraiment, encore une fois, je trouve que l'animation aide beaucoup et apporte énormément, quoi. Donc Miles, il est vraiment intelligent, mais il est très gauche, ce qui fait qu'il arrive à être drôle sans essayer de l'être, et ça c'est toujours agréable. Et surtout, il a un vrai parcours de héros, quoi, un vrai parcours de héros quasi mythologique. Et d'ailleurs, il rencontre les grandes figures que les héros rencontrent dans les mythes, comme par exemple le Sage, qui est partagé entre Aaron d'un côté, dont la mort finira presque par être son acte fondateur, ce qui va vraiment le pousser à devenir le Spider-Man qu'il va devenir. Et c'est vraiment un beau moment, je la trouve assez sincère et touchante, la mort d'Aaron. Et le deuxième Sage qui va plus ou moins raconter, son mentor, ça va devenir Peter B. Parker, donc le Spider-Man de la loose un peu. Et là c'est une relation intéressante parce que c'est une relation où ils vont vraiment s'apporter tous les deux quelque chose d'important mutuellement. Miles va réussir à prendre confiance en lui et comprendre et accepter qui il doit devenir, ou qui il a le potentiel d'être. Et Peter Parker, lui, va enfin franchir le cap et se sentir prêt à devenir père. Honnêtement, j'aime énormément ce personnage de Peter Parker bis. C'était totalement inattendu pour moi de me retrouver face à cette espèce de Spider-Man de la loose. Et comme je l'ai dit au début, la voix de Jack Johnson est parfaite pour ce rôle parce qu'en fait, Jack Johnson, il joue dans New Girl, il joue Nick, et Nick, c'est exactement le même personnage que Peter Parker dans ce film. C'est un mec qui a plein de potentiel, mais qui se laisse clairement aller et qui a une peur énorme de l'engagement. Donc il en ressort un espèce de sentiment de gâchis de ce personnage qui va réussir à être réglé dans le film. Et donc c'est un joli parcours, c'est un personnage, je m'attendais pas à le découvrir comme ça, parce que voilà, Spider-Man, ça reste pour moi le Spider-Man qu'on voit au début du film, et donc de le découvrir de cette manière alternative, franchement, point qui m'a surpris et énormément plu. Après voilà, c'est un parcours classique, de rédemption un peu, ou de changement, mais ça marche. Et ça marche parce que vraiment le contraste avec le premier Peter Parker qu'on voit au début, qui lui est interprété par Chris Pine, donc encore une fois, le choix des castings vocaux en dit énormément sur le rôle, je trouve qu'ils conviennent parfaitement mutuellement. Chris Pine, c'est le beau gosse, le mec sûr de lui qu'on impose, enfin voilà, il a joué un roi écossais dans un film il y a pas longtemps, enfin c'est ce style-là Chris Pine, quoi. C'est Kirk dans Star Trek, quoi. Et vraiment la seule séquence où il est là, je trouve qu'on arrive tout de suite à y croire à ce Spider-Man vertueux, enfin qui est vraiment devenu un mec irréprochable, vrai héros de New York, quoi. Et ça fait plaisir parce qu'en plus c'est le Spider-Man qu'on a quitté à la fin de Spider-Man 3, et moi qui suis fan des films de Sam Raimi, d'avoir une continuité de ce personnage qui est vraiment respectueuse, ça m'a fait plaisir, et en plus ça m'a dévasté de le voir crever en fait. Et ouais, parce que vraiment c'est le personnage que j'ai connu, c'est Tobey Maguire évolué, sans le jeu que j'aime pas trop de Tobey Maguire. Et là, dans ce film, ils le font mourir, quoi, et c'est touchant. Après, il y a Spider-Gwen, qui est vraiment un personnage qui va, à mon avis, marquer pas mal son époque. Elle est pas non plus hyper présente dans le film, c'est vraiment pas elle sur lequel le film est centré, mais elle est vraiment badass. C'est une femme indépendante, qui a besoin de personne, qui est vachement intelligente, qui est pas du tout un love interest ou quoi que ce soit, non, c'est vraiment une pote, une copine, et c'est bien. En fait, c'est vraiment un personnage de femme moderne, donc qui est vraiment progressiste et ultra positif. Après, les trois autres Spider-Man sont vraiment beaucoup plus anecdotiques, et pour le coup, ils apportent vraiment tous une vraie vision postmoderne au film. Postmoderne, j'expliquerai un peu après. Je suis pas fan des trois, honnêtement. Par exemple, la petite fille style japonaise, j'avoue que je pense que je suis un peu passé à côté du délire, parce qu'à part voir le lien avec les mangas et donc le différent style d'animation, j'ai pas compris vraiment ce que le personnage venait foutre là, quoi. Enfin... Donc bon, à revoir si j'arrive à mieux comprendre. Aussi dans les commentaires, vous arrivez à m'expliquer vraiment l'essence de ce personnage de petite fille avec un robot et pas de pouvoir de Spider-Man, quoi. Par contre, le Spider-Man noir, alors lui, franchement, il pète la classe, quoi. C'est un perso qui trimballe directement tout un imaginaire qui vraiment, mais te donne envie d'en voir tellement plus de ce personnage. Enfin, moi, j'ai envie de m'acheter direct les comic books avec ce Spider-Man noir dedans, quoi. Et le mec, il bute des nazis, quoi. Spider-Man contre des nazis, mais c'est tellement alléchant. En plus, en VO, il a la voix de Nicolas Cage, et voilà, c'est une voix qui te marque. Moi, ça m'a fait penser à Big Daddy dans Kick-Ass, parce que c'était Nicolas Cage qui l'interprétait, et je trouve qu'il y a cette vibe qui s'en dégage de vraiment vigilante à l'ancienne, quoi. Et franchement, j'avais envie d'en voir plus. Après, il est très cool, il y a des bonnes blagues qui fonctionnent, le côté noir et blanc avec le Rubik's Cube, ça va pas très très loin, mais tant mieux, ça suffit à juste te donner envie d'en voir plus sur un personnage comme ça. C'est
pas plus mal. Et ensuite, il y a le cochon. Alors encore une fois, pas sûr d'avoir eu toutes les cartes en main pour vraiment prendre l'ampleur et la mesure de ce personnage. Donc j'ai compris le lien avec les cartoons, et voilà, les espèces de références qu'ils font avec, par exemple, les cartoons de Warner Bros, avec le That's All Folks, ce genre de choses. Mais je vous avoue que, à part ça, j'ai pas non plus été hyper fan de ce truc-là, quoi. Donc je trouve que c'est un comic release qui fonctionne bien parce qu'il arrive à être drôle et il t'emmerde pas, il n'est pas là trop souvent, il est utilisé vraiment, encore une fois, avec parcimonie, donc tant mieux, ça en fait un bon comic relief, mais dans ce que le perso essaie de véhiculer, essaie de raconter, dans les thématiques du film, j'avoue que, au-delà du délire, c'est un lien avec le cartoon comme l'autre est un lien avec le manga, je pense que je suis passé à côté de quelque chose sur ces deux personnages. Dans les autres persos, j'aime énormément le père de Miles Morales. Je trouve que leur relation, elle est vraiment centrale dans le film. C'est vraiment une des clés du film. Émotionnellement, c'est là où il y a les points d'impact les plus importants qui se passent. Cette conversation qu'il a à travers la porte. C'est une belle conversation et voilà, ça te raconte des choses sur la relation père-fils, sur l'adolescence, le changement, le fait, encore une fois, lui, son but, c'est d'essayer de réunir sa famille, enfin de faire en sorte d'aller tous dans la même direction. Et Miles Morales, il aimerait bien voler un peu de ses propres ailes, et c'est cette époque où tu as envie de t'émanciper. Ça raconte beaucoup de choses, sans trop en dire, et je l'ai trouvé assez touchante, encore une fois, voilà. Un bon personnage secondaire qui véhicule des bonnes thématiques qui sont bien exploitées dans le film. Par contre, j'avoue que j'étais un peu surpris par Aunt May, honnêtement. Aunt May en mode badass, qui balance des coups de batte dans les méchants, franchement, ok, pourquoi pas. Bon, par contre, Aunt May en mode vieille célibataire qui aimerait bien pécho grâce à des applis en ligne, j'avoue que là... ça l'a fait moyen. Et alors, Aunt May en mode Alfred dans la Spider Cave, ça, honnêtement, c'est un refus catégorique de ma part. Pour moi, ce passage dans la Spider Cave n'a rien à foutre dans ce film. Mais alors, rien du tout. Enfin, voilà, c'est débile, je connais peut-être pas assez bien les comics, mais pour moi, Spider-Man, c'est le mec de la classe moyenne, quoi. C'est vraiment l'homme lambda qui se retrouve à avoir des pouvoirs, l'ado de base. C'est pas Batman, quoi. C'est pas Bruce Wayne, le milliardaire, qui va se fabriquer un énorme labo sous son manoir. Qu'est-ce que ça vient foutre là, quoi? Pourquoi d'un coup, j'ai l'impression d'être dans Batman? Alors peut-être qu'il y a des parutions de comics où il y a ce Spider-Man-là qui a ses voitures spéciales et tout ça. Mais moi, honnêtement, c'est pas le Spider-Man qui me plaît, j'ai pas envie de m'intéresser à ce Spider-Man-là, quoi. Quand je vais vers Spider-Man, c'est pas pour me retrouver avec un espèce d'ersatz de Batman. Donc peut-être que c'est fidèle avec certaines parties du comics, mais honnêtement, c'est pas pour ça que je vais cautionner. Et j'avoue que j'ai grave été aussi surpris par Octopus, quoi, parce que, évidemment, Dr. Octopus, dans l'imaginaire de tout le monde, c'est un mec. Et là, en fait, de te le switcher en femme et de t'en faire quasiment un twist en mode « Eh non, c'est moi, Dr. Octopus !» Tu vois, je trouve ça limite dommage qu'ils te mettent la phrase genre... ah, de Octo comme Octopus, et voilà, et c'est bien de déjouer un peu nos attentes. D'un coup, on te présente un personnage où tu peux absolument pas te dire que ça va être Octopus parce que pour toi c'est un homme, et chaque en fait, non, c'est une femme, petit twist, et tu te rends compte qu'en fait, que ce soit un homme ou une femme, ça ne change strictement rien au personnage. Dans le cas d'Octopus, parce que peut-être que dans James Bond, j'aurais des choses à dire si ça devenait une femme. Comment ce film peut exister? C'est quand même une bonne question à se poser, parce qu'il faut quand même se dire que ce film a été fait par le studio qui nous a fourni Venom cette année, quoi. Donc d'un côté, tu as une espèce de purge qui ne respecte pas vraiment le personnage qu'il utilise, ou en tout cas qui essaye pas de le sublimer, bref, qui fait un film vraiment pas très inventif et très lambda, sans Spider-Man dans l'univers de Spider-Man, et là tu as un film Spider-Man avec des Spider-Man à foison, qui est encore plus respectueux que le comics peut l'être, et donc c'est assez troublant, et je me dis que tant mieux, quoi, si vraiment Sony décide d'aller d'un côté ou de l'autre, je préférais qu'ils aillent évidemment du côté de Into the Spider-Verse que du côté de Venom. Mais vu le succès de Venom, ils vont évidemment aussi aller de... J'aimerais bien que les deux marchent en tout cas, parce que si celui-là se plante, je peux dire qu'on va se taper que des films de merde de super-héros, et encore plus des films de merde de Spider-Man. Alors là, il faut savoir qu'en live, en tout cas, ils ont prêté Spider-Man au MCU. Donc pour le moment, ils peuvent pas vraiment faire les méchants de Spider-Man avec Spider-Man comme Venom. Par contre, dans le film d'animation, apparemment, ils peuvent, et honnêtement, mais... grandiose, quoi, d'avoir eu l'audace d'aller jusqu'au bout, de prendre des mecs comme Phil Lord pour réussir à t'écrire un scénario sur Spider-Man et de lui donner une carte blanche dans les délires qu'il peut être, et après de prendre ces mecs qui vraiment avaient fait des films d'animation bien. Il y a un des réalisateurs, c'est le mec qui avait fait les 5 gardiens, là, le film avec le lapin de Pâques et le Père Noël et le marchand de sable, qui était un film d'animation assez surprenant, et donc là, ils sont allés vraiment... full bise, t'as l'impression qu'ils ont eu no limit, quoi. Et ça donne envie de voir des films comme ça, no limit. Et je me dis, si Sony apprend un peu de cette expérience-là avec Spider-Man, peut-être qu'ils vont même gagner un Oscar, par exemple. Le meilleur film d'animation, c'est possible. S'ils apprennent de ce Spider-Man-là pour réussir à s'autoriser à faire d'autres films de super-héros aussi vraiment audacieux que celui-là, aussi vraiment inventif, avec, on va dire, une carte blanche au réalisateur, mais on va se taper des gros kiffs dans les 15 années qui suivent, quoi. Donc j'aimerais beaucoup que ce film fasse école.
et pas l'autre film que Sony a produit cette année. Donc espérons, croisons les doigts honnêtement. Et là, accrochez-vous, on passe à la dernière catégorie pour moi d'analyse de ce film, et là franchement, vous allez avoir la tête mais farcie après mon explication. Plus postmoderne que méta. On entend souvent ce fameux mot méta. Et on entend quand même beaucoup moins postmoderne à l'heure actuelle. Et pourtant, pour moi, il y a quand même beaucoup de fois où on utilise le mot méta à la place de postmoderne. Et dans le cas de ce film, je pense qu'évidemment, tout le monde va crier que c'est un film méta. Et ils auront pas tort, il y a énormément d'éléments méta dans le film, mais je pense que ça reste principalement un film postmoderne. Le postmodernisme, c'est la période artistique qu'on vit actuellement. Et pour faire, mais alors hyper simple, ça part juste du postulat qu'à l'heure actuelle, on est nourri de toutes les œuvres qui ont existé avant nous précédemment. C'est un pléonasme. Depuis plusieurs années, on a accès à une manne de savoir généralisé sur la planète qui fait que des œuvres d'art sont vues et partagées à travers le monde et à travers les époques. Donc chaque œuvre d'art qui va être créée à l'heure actuelle va être faite en ayant conscience de toutes les œuvres d'art qui ont plus ou moins été créées avant. C'est théorique, hein, on parle pas de chaque œuvre d'art, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Si vous avez rien compris, je vais essayer de faire une analogie très rapide avec la Joconde. Vous imaginez qu'à l'heure actuelle, un peintre, s'il peint un tableau, il aura forcément vu la Joconde avant. Donc que son tableau ou pas soit inspiré par la Joconde, c'est pas la question, c'est juste que la Joconde va forcément être dans un coin de sa tête au moment de peindre son tableau. Il va forcément être influencé par la Joconde parce que tout le monde l'aura vu. Tu l'auras pu le voir en vrai au Louvre, ou tu auras pu le voir sur Internet ou dans des livres, mais c'est un tableau qui maintenant fait partie de l'imaginaire collectif, de la culture de tout le monde. Et donc, tous les tableaux qui viennent après l'époque moderne où la Joconde a été vue par tout le monde, bah voilà, vont devoir un peu prendre en compte le fait que la Joconde existe, de manière inconsciente, hein, c'est vraiment pas du tout important que le mec se dise j'ai vu la Joconde, je vais faire pareil, c'est pas ça la question du postmodernisme, c'est juste de se dire que la personne qui a fait un tableau à l'heure aujourd'hui, elle a vu la Joconde, point barre. Parce que c'est le cas, tous les peintres de la planète à l'heure actuelle auront au moins vu une fois la Joconde dans leur vie. Alors que vous revenez quelques siècles en arrière, avant la période du postmodernisme, les gens n'avaient pas accès à ça. La Joconde, elle n'était vue que par certaines personnes qui étaient allées la voir dans un musée, ou qui avaient accès à des livres d'art, enfin voilà. Il n'y a pas du tout une espèce de généralisation de la culture comme c'est le cas à l'heure actuelle. Donc, avant une certaine époque, les gens faisaient des tableaux avec très très peu de références dans leur tête. Et donc ça, c'était évidemment avant l'ère postmoderne. Entre-temps, il y a eu l'ère moderne, il y a eu plein d'autres ères, hein, mais je simplifie. Mais donc le principe de l'ère postmoderne, c'est juste de prendre en compte forcément ce qui a été fait artistiquement avant l'œuvre qu'on va faire à l'heure actuelle. Et ça s'applique en architecture, dans tous les autres domaines un peu artistiques. Alors malheureusement, je sais que je vous ai tous perdus, et mon explication manque évidemment de précision, mais c'est un concept qui est assez dense, le postmodernisme, et qui peut être disséqué, expliqué et disserté pendant des heures. Donc là, j'essaie de faire un résumé hyper bref. Mais si vous avez des choses intéressantes à dire dessus, n'hésitez pas à balancer tout ça dans les commentaires. Alors que le méta fait plus référence au principe de mise en abîme. Le fait qu'une œuvre soit consciente d'être une œuvre, donc fasse référence au fait d'être une œuvre, ou qu'une œuvre comporte à l'intérieur une autre œuvre en train d'être créée. Il y a plusieurs variantes du principe de métafiction, mais on va dire les grandes lignes, c'est le fait d'être conscient d'être une œuvre d'art, et de manipuler cette notion-là. Et pour moi, donc, Spider-Man Into the Spider-Verse est beaucoup plus postmoderne que méta. Parce que par exemple, le film ne fait pas vraiment référence au fait d'être un film. Par contre, il prend clairement en compte tout ce qu'on a connu du personnage de Spider-Man avant ce film-là. Mais il le fait au sein de son récit, par le biais du multiverse. En comparaison, vous prenez par exemple Lego Batman, qui commence en expliquant que Batman a joué dans les films Batman qu'on a vus avant. Donc là, c'est clairement méta. Batman t'explique « Ah, et vous regardez un film dans lequel j'ai joué, et avant, vous avez regardé les autres films dans lesquels j'ai joué, mais là, on va faire un autre film. » Vous voyez? Là, c'est méta, clairement méta. Alors que Spider-Man, il utilise le principe des multiverses pour te présenter les autres personnages des films et des comics que toi, tu as vus. Mais lui, dans le film, il ne considère pas que c'est des gens qui ont joué dans un film ou que ce sont des œuvres. Il considère que ce sont des vrais personnages. Et ça, c'est beaucoup plus postmoderne que méta. Et pour moi, c'est une nuance qui est assez importante parce qu'il y a des choses avec le méta que je trouve assez irritant. C'est cette espèce de facilité à balancer les problèmes par-dessus l'épaule parce qu'on fait une espèce d'astuce méta. À savoir le fait que, par exemple, on va pointer un problème du doigt dans un film et le fait de l'avoir mentionné à voix haute va faire que le problème n'existe plus. Sous prétexte qu'on a dénoncé le problème, bah le spectateur se dit « Ah bah oui, ils sont conscients eux aussi de leurs problèmes, donc c'est bon, on passe à autre chose. » Ça, c'est quelque chose que les films méta font souvent, et j'aime pas vraiment. J'aime pas vraiment parce qu'en fait, pour moi, le problème, il est toujours là. C'est pas parce que d'un coup, tu dis « En fait, il y a une tache dans le mur, hein, vous êtes tous conscients qu'il y a une tache, moi aussi, hein, donc voilà, on passe à autre chose. » Bah, en fait, en tant que spectateur, ça marche de temps en temps, mais à la longue, t'as juste envie de dire « Bah non, en fait, vous avez quand même fait une tache sur le mur, les gars. » Le mieux, ça aurait été pas faire de tache ou de la nettoyer vite. Et c'est ça le principe du méta. C'est parce que tu mentionnes quelque chose et que tu précises que ça existe que d'un coup, on peut dire qu'en fait, on passe outre. Et dans Spider-Man, ils font quelque chose d'assez intelligent. C'est le moment où Spider-Man donc explique plus ou moins comment déjouer le plan du méchant parce qu'il a vécu la chose plusieurs fois. Dans un film comme Lego Batman, Batman va t'expliquer qu'en fait, lui, il sait comment ça se passe dans les films de super-héros, donc il sait comment faire. Voilà, facilité de scénario, on y arrive jusqu'au bout, il a la solution tout de suite.
de suite. Là, dans le film, ils utilisent en fait l'expérience de Spider-Man. C'est un détail qui est minime, qui change juste ma manière de concevoir le truc. C'est que d'un côté, t'as une forme de cynisme des scénaristes qui vont se dire genre « Oh, on est tous conscients qu'on n'est pas forcément au top, donc autant le mentionner et on passe outre ». Et là, dans le film, ils utilisent le background du personnage, le fait que le héros a déjà lutté contre plein de criminels et qu'il connaît les rouages, et donc il est capable de tout de suite anticiper les gestes du méchant, quoi. C'est une petite nuance, mais pour moi, on passe le cap du cynisme d'un côté, souvent dans le cas du méta, et là, on utilise vraiment un côté postmoderne, où juste on prend en compte tout ce qui a déjà existé, pour réussir à faire en sorte de nous proposer quelque chose qui reste crédible et cohérent dans le monde qu'on nous propose et qui reste un peu sincère en fait. Et le plus bel exemple pour moi du postmoderne dans ce film, c'est finalement le caméo de Stan Lee. Alors évidemment, il y a forcément un côté méta parce que c'est l'auteur de Marvel qui se met lui-même en abîme dans le film, donc oui, c'est méta. Mais la manière dont il traite ce caméo, il est plus postmoderne qu'autre chose. Parce que Stan Lee, dans le film, il joue vraiment un personnage dans le film. Il joue un vendeur de costumes de Spider-Man, mais on sait tous qu'il joue Stan Lee, en fait, qu'il a vraiment les phrases types que Stan Lee va dire. Et en plus, voilà, il y a un côté où, en étant premier degré, sans faire un espèce de clin d'œil à tout le monde en disant « Hé les gars, regardez, c'est moi le créateur de la BD, et en même temps, je vous raconte un truc. » Non, c'est un personnage, on sait tous que c'est le personnage de la BD, et il nous raconte en même temps ce qu'il nous a toujours raconté en écrivant les Spider-Man, et ça honnêtement, je trouve que c'est une très très belle séquence. En plus, ils se permettent de lui balancer un petit tacle avec le côté ni remboursé ni échangé, genre avide d'argent, que Stan Lee avait un peu quand même comme réputation. Et surtout le fait que ce soit le premier film Marvel que je vois au cinéma depuis que Stan Lee nous a quittés, et ben je vous avoue que ça m'a mis un petit coup. Honnêtement, ça m'a vraiment ému. Il s'est passé quelque chose pendant la séance. On a senti les gorges un peu se nouer et le fait que qu'on prenait conscience que cet homme-là nous avait quittés. Et il y avait vraiment un côté solennel dans la salle où j'étais. On n'était pas non plus blindés, hein, mais juste voilà, j'ai senti un petit genre ah c'est Stan Lee quoi. Enfin voilà. Stan Lee, merci à toi, merci à vous, parce que je te connais pas, je vais te vous voyer. Merci à vous de nous avoir proposé ces personnages qu'on aime. Alors, on sait que vous n'êtes pas le seul, hein, il y a aussi Ditko, d'autres gens qui ont contribué à la création de ces personnages, mais on va parler de vous rapidement. Merci, et le fait de le voir dans ce film-là et de pouvoir lui dire au revoir comme ça sur le grand écran avec un beau caméo qui est probablement son plus beau de tous les films Marvel, et ça m'a vraiment ému. Et donc ça m'a mis un petit coup de revoir Stan Lee et de pouvoir lui dire au revoir comme ça avec cette belle apparition, quoi, voilà. Parce que même s'il était en animation, c'était lui, c'était clairement Stan Lee. Donc voilà, c'est tout pour cette critique un peu dense et complexe, surtout sur la fin de Spider-Man Into the Spider-Verse. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurai été assez complet. Voilà, si vous avez des choses à dire sur le film, n'hésitez pas. Encore une fois, si vous aimez cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, ça aide toujours. Et si vous aimez beaucoup, n'hésitez pas à la partager sur tous les réseaux sociaux auxquels vous êtes abonnés. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine critique. Vous pouvez aller avant sur mon Utip, regarder une petite pub pour réussir à augmenter mon capital pécunier pour que je vous propose des vidéos encore plus recherchées et plus travaillées. Enfin, même si vous ne le faites pas, je ferai sûrement des bonnes vidéos encore, hein, c'est pas la question. Voilà, d'ici là, j'ai envie de vous dire que portez-vous bien, ou en tout cas allez voir des bons films, ou je sais pas ce que tout le monde dit, mais moi en tout cas je le dis souvent, bonne toile!